de façon ironique, je pense pas qu'ils puissent retrouver notre trophée ni nos médailles. Ils sont dans notre pays avec ceux qui les ont gagnés et qui le méritent sur le terrain. Pour être un petit peu plus sérieux, je pense que cette décision est inadaptée 2 mois après avoir en fait en quelque sorte entériné ce résultat. C'est assez incompréhensible et le titre que le Sénégal a glané, ils l'ont glané sur le terrain avec tout ce qu'on a vu et ce scénario qui apparaît rocambolesque, mais sur le terrain, le Sénégal est allé chercher son titre continental, il était mérité, mais c'est sûr que ça ne met pas en avant notre continent à travers les décisions que nous prenons dans nos institutions, tout simplement. S'il devait y avoir une décision de prise, elle aurait dû être prise sur l'instant T en fonction des règlements qui étaient posés à ce moment-là. Et je pense que même si ça aurait été difficile, tout le monde les aurait compris. J'ai l'impression que là, il y a plus une incompréhension 2 mois après de cette décision qui, de toute façon, sera difficile à vivre pour les deux nations, tout simplement. Et moi, je pense au peuple respectif, que ce soit le peuple marocain ou le Mémoire peuple humaine, en sénégalais. fait, ça fonctionne très souvent de manière super visuelle et émotionnelle. Ouais, totalement. Quand on assiste à un événement marquant, on l'enregistre comme une vérité absolue. On peut s'imaginer une victoire sportive historique, par exemple. Le coup de sifflet final retentit, le capitaine soulève le trophée, une nation entière célèbre dans les rues. C'est l'image d'Épinal, quoi. Exactement. L'image est gravée. Pour tout le monde, c'est la réalité. Mais que se passe-t-il quand, genre exactement 2 mois plus tard, l'administration décide que cette réalité n'a jamais existé? Ah, c'est le vertige total. Mais vraiment, que la victoire est effacée, le trophée rendu, et l'équipe déclarée perdante sur tapis vert. C'est pas juste une petite révision de score, c'est une remise en question monumentale de ce qui constitue la vérité dans le sport de haut niveau. Et c'est précisément la crise complètement inédite qui frappe le football africain aujourd'hui. C'est un cas d'école fascinant sur la collision entre l'expérience vécue et la procédure légale pure et dure. Complètement. On est face à une situation où le décalage temporel entre l'action athlétique et la sanction institutionnelle crée une fracture totale. Et l'enjeu dépasse de très très loin le cadre d'un simple match de foot. C'est clair, ça remet tout en cause. Bah oui, ça interroge carrément la hiérarchie des pouvoirs. Qui possède l'autorité finale pour déclarer un vainqueur ? Est-ce que c'est l'arbitre sur la pelouse au moment T, ou est-ce que c'est une commission juridique qui statue des semaines plus tard ? Et ça, c'est le cœur de notre exploration d'aujourd'hui. Les sources qu'on a sur la table sont denses, elles sont complexes. Très dense, ouais. On a compilé les rapports officiels de la Confédération africaine de football, les communiqués des différentes fédérations impliquées, et puis on a aussi les prises de position de figures majeures du milieu. Surtout une en particulier d'ailleurs. Ouais, en se concentrant particulièrement sur les déclarations de l'entraîneur Habib Beye. Notre mission pour cette plongée au cœur du sujet, c'est de reconstruire la mécanique de cette crise énorme autour de la finale de la CAN 2025 entre le Sénégal et le Maroc. Comment on passe d'un résultat acquis sur le terrain à un imbroglio juridique et diplomatique qui implique carrément des instances gouvernementales aujourd'hui ? C'est un truc de fou. Mais avant d'entrer dans la chronologie, il faut poser un préalable indispensable, c'est super important. Vas-y, je t'en prie. Les documents qu'on analyse font état d'une escalade spectaculaire. Ça inclut des demandes d'enquête pour des soupçons de corruption au niveau institutionnel. Des mots très lourds, hein. Très lourd. Et notre rôle ici n'est absolument pas de valider ou d'invalider ces accusations. L'objectif, c'est vraiment de disséquer les arguments de toutes les parties. Tout à fait. Qu'il s'agisse du Maroc, du Sénégal ou de la CAF, on veut juste expliquer comment les mécanismes légaux et politiques se sont mis en mouvement, et ça avec une stricte impartialité. Le cadre est posé, ok, décortiquons tout ça. On t'écoute. Commençons par les faits bruts, parce que la chronologie, c'est vraiment la clé pour comprendre l'incompréhension générale du public. Retour au 18 janvier 2026. La fameuse date. Voilà, stade Prince Moulay Abdellah de Rabat. C'est la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Sur le terrain, au terme des 90 minutes, le Sénégal s'impose 1-0 face au Maroc. Avec un but de Pape Gueye, il faut le rappeler. Exactement, but de Pape Gueye. Le match va à son terme, la cérémonie de clôture a lieu avec les confettis et tout, et dans l'esprit du public mondial, le Sénégal est champion d'Afrique. Fin de l'histoire. Et d'un point de vue purement factuel, ce 18 janvier, la vérité athlétique est scellée. Malgré des tensions évidentes pendant la rencontre, le protocole sportif suit son cours normal. Personne ne se doute de la suite. Non, voilà. Mais dans l'ombre, la mécanique institutionnelle vient tout juste de s'enclencher. Parce que le résultat d'un match de ce niveau, en fait, n'est définitivement homologué qu'une fois que tous les recours juridiques potentiels sont épuisés. Ce qui nous amène directement au 18 mars 2026. 60 jours se sont écoulés. 60 jours. 2 mois entiers. C'est énorme.
Et là, le jury d'appel de la CAF publie une décision qui renverse intégralement la table. Le résultat du terrain est annulé, purement et simplement. C'est la douche froide. Pire que ça. Le Sénégal est déclaré forfait, ce qui se traduit réglementairement par une défaite 3-0 sur tapis vert. Et ça, c'est au profit du Maroc, qui récupère donc le titre de champion. Un basculement total. Mais oui. La raison invoquée dans les documents officiels, elle repose sur des réserves déposées par le Maroc. Des réserves qui concernent un abandon temporaire du terrain par les joueurs sénégalais en plein match. Ouais. Mais la question que tout le monde se pose, c'est comment une équipe peut-elle perdre un match sur tapis vert 2 mois après l'avoir terminé? Quelle est la mécanique derrière ce qu'on appelle une réserve? En fait, il faut comprendre qu'en droit sportif, le match ne s'arrête pas au coup de sifflet final. D'accord. Une réserve, c'est une contestation formelle. Elle est déposée par une équipe, souvent par le capitaine, qui va voir l'arbitre, pour signaler qu'une infraction grave au règlement est en train de se produire sous leurs yeux. Comme pour dire « attention, il y a un vice de procédure là ». Exactement. Et dans ce cas précis, c'est l'abandon du terrain. Selon les textes très clairs de la FIFA et de la CAF, si une équipe quitte l'aire de jeu sans l'autorisation de l'arbitre, même temporairement, juste pour protester, ça peut être qualifié de refus de jouer. Ah ouais, le refus de jouer. C'est lourd ça. C'est l'une des infractions les plus lourdement sanctionnées, parce que ça brise le contrat fondamental du sport. La sanction par défaut, c'est la perte du match par forfait, donc le fameux 3-0. Donc, la règle existe et elle est stricte. C'est écrit noir sur blanc. Tout à fait. Mais ce qui perturbe l'opinion publique, c'est pas tant l'existence de la règle, c'est vraiment le délai de son application. Je veux dire, si l'infraction était si grave sur le moment, pourquoi le match a-t-il repris? C'est la grande question. Et surtout, pourquoi il faut attendre 2 mois pour statuer? Pour imager ce décalage, c'est comme si on achetait une maison. Ah, j'aime bien cette analogie. Tu vas voir. On signe chez le notaire, on récupère les clés, on emménage. On prend le temps de repeindre les murs, on y vit pendant 2 mois. On est chez soi, quoi. Ouais, on s'installe. Et là, un beau matin, on reçoit un courrier recommandé qui explique qu'une clause microscopique a été violée lors de la visite immobilière. Et boum, la maison appartient finalement au précédent propriétaire. On doit tout rendre. Ah, c'est violent, hein? Mais on ne perd pas seulement un bien matériel. C'est toute notre perception de la réalité qui s'effondre. Sur le coup, on se dit que le système est cassé. Ce qui est fascinant ici, c'est que ton analogie illustre parfaitement le concept de droit acquis dans l'esprit des gens. On pense que ce qui est fait est fait. Exactement. Mais pourquoi 2 mois? Parce qu'un jury d'appel ne se réunit pas dans un vestiaire à la fin du match en buvant de l'eau. C'est une vraie procédure quasi-judiciaire. Avec toute la lenteur que ça implique. Voilà. La commission de première instance a d'abord dû statuer. Ensuite, il y a eu un appel. Le jury d'appel doit convoquer les représentants des 2 fédérations, analyser les rapports écrits de l'arbitre central du commissaire au match. Ils épluchent tout. Ils visionnent les angles de caméra et surtout, ils doivent débattre de la proportionnalité de la sanction. Déclarer un forfait a posteriori sur une finale continentale, c'est une décision d'une gravité politique et sportive immense. C'est pas une décision qu'on prend à la légère sur un coin de table. Non. Les juristes de la CAF ont pris le temps d'épuiser chaque ligne du règlement avant de trancher. Ils savaient la tempête que ça allait déclencher. Sauf que ce temps juridique est totalement déconnecté du temps sportif. Ah ça oui. Et cette déconnexion, elle provoque des ondes de choc chez les professionnels du football eux-mêmes. C'est pas juste les supporters qui sont en colère. Les acteurs du jeu aussi. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Il faut analyser la prise de parole de Habib Beye. Parce que c'est pas un intervenant au hasard qui donne son avis sur les réseaux. Pas du tout, c'est une voix qui porte. C'est un ancien international sénégalais très respecté. Mais c'est aussi, depuis février 2026, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille. Une institution du foot. Voilà. Il évolue au quotidien, dans l'ultra-compétition, il connaît la pression des résultats. Et le 20 mars, juste après la décision, interrogé sur cette affaire, il livre une analyse totalement sans filtre. Sa position est en effet très symptomatique de la fracture entre le terrain et les bureaux. Habib Beye, il représente la voix des techniciens. Des mecs de terrain. Ouais. Pour un entraîneur, l'espace des 90 minutes, c'est un sanctuaire. C'est sacré. C'est le seul endroit où la préparation, la tactique et l'effort physique doivent dicter la loi. Pas les avocats. Exactement. Quand l'administration s'ingère dans ce sanctuaire pour en modifier l'issue, c'est toute l'essence même du métier d'entraîneur qui est remise en cause. Et ces mots, tels qu'ils sont rapportés dans nos sources, sont super précis. Il déclare, je cite, « Le Sénégal a gagné le titre sur le terrain, c'est mérité ». C'est limpide. Il ajoute que la situation est aujourd'hui difficile pour la CAF. Et surtout, il formule un vœu hyper clair. Il dit « J'espère qu'on en restera à la décision entérinée sur le terrain. Ça ne met pas en avant notre continent. » Il tape juste.
On sent chez lui une véritable angoisse pour la réputation du football africain dans son ensemble. C'est pas juste du chauvinisme. Non, ce qui transparaît dans sa déclaration, au-delà de sa loyauté évidente envers le Sénégal, bien sûr, c'est vraiment cette notion de mérite athlétique. Le fameux mérite. En insistant sur le titre gagné sur le terrain, il hiérarchise les légitimités. Pour lui, et franchement pour la vaste majorité des acteurs du jeu, l'effort physique et le dépassement de soi priment toujours sur l'interprétation des textes de loi. Le sang et la sueur avant l'encre des stylos. C'est joliment dit, ouais. Et son inquiétude concernant l'image du continent est tout à fait rationnelle. Aux yeux du monde entier, le récit de cette compétition n'est plus du tout la qualité tactique ou le talent immense des joueurs. Non, ça on l'a déjà oublié. Le récit, c'est l'incapacité perçue des instances à garantir un résultat stable. C'est exactement ce qu'il entend par « ça ne met pas en avant notre continent Mais attardons-nous quand même sur l'aspect réglementaire 2 secondes. ». Vas-y. Parce qu'il y a un angle mort dans cette vision super romantique du football que défend Billet. Le sport professionnel de très haut niveau s'appuie sur des cadres légaux qui sont acceptés par tous les participants avant même le début du tournoi. Il signe le règlement, ouais. Voilà. Si le règlement de la compétition stipule explicitement qu'un abandon de terrain entraîne un forfait, la CAF ne fait-elle pas simplement son travail en appliquant la règle, même si ça fait mal? C'est l'argument juridique de base. Je veux dire, n'y a-t-il pas un danger tout aussi grand à ignorer les textes sous prétexte que le match a été joué et que les joueurs ont couru? Si les règles ne sont plus appliquées quand elles sont impopulaires, c'est la porte ouverte à une anarchie totale sur les pelouses, non? Cela soulève une question importante. C'est vraiment le dilemme central de la justice sportive. D'un côté, ignorer l'infraction reviendrait à créer une jurisprudence désastreuse. C'est sûr. Imagine, une équipe pourrait paralyser un match, quitter le terrain en signe de protestation, faire un scandale, puis revenir jouer tranquillement sans subir les conséquences prévues par les textes. Ce serait ingérable pour les arbitres. Le règlement perdrait tout son pouvoir dissuasif. Mais de l'autre côté, l'application stricte et surtout tardive d'une règle, ça dénature complètement l'esprit du jeu. C'est ce côté tardif qui coince. Oui. La question qui se pose aux juristes est celle de l'intentionnalité et de la proportionnalité. Est-ce que l'abandon de terrain était de nature à fausser définitivement l'équité sportive? Bonne question. Est-ce que la sanction d'un forfait, donc un 3-0, est proportionnée face à l'énorme préjudice de retirer un titre remporté au bout de l'effort athlétique? C'est sur cette ligne de crête ultra fine que l'institution se retrouve en grande difficulté. Et Baillet l'a super bien compris lorsqu'il conclut en espérant que le tribunal arbitral du sport, le fameux TAS, tranche en faveur du Sénégal. Parce qu'il sait que ça ne s'arrêtera pas là. Exactement. Ce n'est plus seulement une opinion formulée lors d'une interview pour faire le buzz, c'est devenu la réalité de la procédure. Le dossier a formellement échappé à la Confédération africaine de football. Ils n'ont plus la main dessus. Fini. La fédération sénégalaise a saisi le TAS en urgence pour contester le retrait du titre, mais, et c'est là que ça devient dingue, l'histoire prend une dimension encore plus vertigineuse. On passe à un autre niveau. L'État sénégalais lui-même entre dans l'arène. Le gouvernement réclame une enquête internationale en évoquant des soupçons de corruption au sein de la CAF concernant ce revirement de décision. On quitte totalement le domaine du sport à ce stade. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? On parle d'un match de foot et on se retrouve avec des réclamations d'État. Et je rappelle au passage, très brièvement, qu'on ne fait que rapporter ces accusations de corruption telles qu'elles sont dans nos sources, on ne les valide pas du tout. Oui, il faut être très clair là-dessus. C'est la position du gouvernement sénégalais, c'est tout. Mais politiquement, c'est une bombe. Complètement. Le ballon rond est devenu un dossier diplomatique de premier plan. Si l'on relie cela à la situation dans son ensemble, lorsqu'un gouvernement souverain s'implique directement pour contester une décision sportive et demande une enquête internationale, on entre de plein pied dans la géopolitique. Et pourtant, la FIFA déteste ça, l'ingérence politique. C'est même une règle stricte, les fédérations doivent être indépendantes. Mais dans les faits, soyons réalistes, un titre continental, c'est un vecteur massif de soft power. Ça crée de la cohésion nationale. C'est la fierté d'un pays. L'État sénégalais considère que ses intérêts fondamentaux, et pas seulement sportifs, ont été directement lésés par cette décision administrative. Justement, comment une instance internationale réagit face à un truc pareil? Qui a le pouvoir d'arbitrer un conflit qui mêle le droit du sport et les accusations graves d'un État? C'est là que le TAS intervient. C'est vrai que beaucoup de gens entendent parler du tribunal arbitral du sport dans les médias, mais sans vraiment savoir comment il fonctionne mécaniquement. C'est un peu une boîte noire pour le grand public. Si le TAS se saisit du dossier, est-ce qu'ils vont revisionner le match pour juger si le Sénégal méritait vraiment de gagner sur le terrain? Absolument pas. Ah bon? C'est une distinction fondamentale à faire.
Le TAS, dont le siège est en Suisse, il fonctionne comme la Cour suprême du sport mondial. Son rôle n'est pas d'évaluer la qualité du football pratiqué, ni de refaire l'arbitrage du match. Donc ils s'en fichent de savoir s'il y avait hors-jeu ou pas. Il s'en fiche complètement. Les arbitres du TAS vont se concentrer exclusivement sur la procédure légale. Ils vont se poser des questions purement techniques. Du genre ? Du genre, est-ce que le jury d'appel de la CAF était compétent pour juger cette affaire ? Est-ce que les droits de la défense du Sénégal ont été respectés pendant cette fameuse procédure des 60 jours ? Ah d'accord, c'est vraiment du droit pur. L'interprétation de la règle de l'abandon de terrain par la CAF était-elle conforme à ses propres statuts ? Le TAS va opérer un contrôle de légalité rigoureux, clinique, sans aucune émotion. C'est un véritable travail de dissection juridique, quoi. Mais du coup, si le TAS décide que la CAF a mal appliqué son propre règlement, l'institution africaine se retrouve dans une position de fragilité extrême, non ? C'est un euphémisme. Imagine, avoir la décision de sa propre compétition phare annulée par un tribunal en Suisse, pendant qu'un de ses pays membres brandit des soupçons de corruption au niveau gouvernemental. C'est le cauchemar absolu pour eux. Les implications pour la gouvernance de la CAF sont potentiellement dévastatrices. Le risque institutionnel est maximal. La CAF doit démontrer devant le TAS que sa décision du 18 mars était purement technique, qu'elle était solidement fondée sur les règlements et surtout exempte de toute pression externe ou irrégularité. Ce qui n'est pas gagné d'avance vu le climat. Et si le TAS devait lui donner tort, cela ne ferait pas qu'annuler la victoire marocaine sur tapis vert. Cela créerait une crise de confiance profonde, durable, entre la Confédération et ses fédérations membres. Le lien serait brisé. La demande d'enquête internationale formulée par le Sénégal, même si elle doit encore être prouvée, installe déjà un climat de suspicion énorme qui fragilise l'autorité de l'instance. On est vraiment au cœur d'une bataille pour le contrôle narratif et légal du football africain. Ce parcours à travers les événements montre à quel point un événement unique, un seul match de foot, peut se scinder en réalités parallèles. C'est presque philosophique au final. Ouais, on a d'abord la réalité physique du 18 janvier, l'effort, la sueur, un but de Pape Gueye et la joie palpable d'une victoire 1-0 actée par le coup de sifflet final. La vérité du gazon. Et ensuite, on a la réalité administrative du 18 mars, un document juridique froid, une règle sur l'abandon de terrain appliquée a posteriori, transformant ce résultat en un forfait 3-0 en faveur du Maroc. La vérité des dossiers. On a entendu la voix du terrain, relayée par Habib Beye. Il défend l'inviolabilité du jeu face aux décisions bureaucratiques et il s'inquiète légitimement de l'image renvoyée au monde. Une voix très forte dans ce débat. Devant le TAS et des réclamations gouvernementales pour des enquêtes internationales. Ce qui restera de ce dossier, peu importe l'issue, c'est la preuve éclatante que la juridiciarisation du sport a atteint un point de non-retour. On ne peut plus revenir en arrière. L'incertitude du sport, tu vois, elle ne réside plus seulement dans un rebond capricieux du ballon à la 89e minute. Ça, c'était avant. Elle réside désormais dans la capacité des bataillons d'avocats à décortiquer des lignes de règlement des semaines, voire des mois après la fin de la rencontre. C'est d'une tristesse quand on y pense. Disciplinaire. Il faut éviter qu'un tel fossé temporel ne vienne à nouveau fracturer l'histoire d'une compétition majeure. Et ce phénomène de juridiciarisation soulève d'ailleurs une question fondamentale qui, en fait, nous concerne tous, qu'on soit amateur de sport ou non. Oui, ça dépasse le cadre des supporters. Quand une bataille sportive se déplace des stades remplis de fans en liesse vers des salles d'audience feutrées en Suisse, c'est la nature même de notre rapport à l'histoire qui change. C'est très juste. Il faut y réfléchir. Si le tribunal arbitral du sport finit par trancher dans quelques mois et que le titre est attribué définitivement par la signature d'un panel de juges en costume, que restera-t-il de la mémoire émotionnelle de ce tournoi ? Une trace bureaucratique ? C'est ça. Est-ce que les générations futures regarderont le palmarès avec la même admiration ou verront-elles ce trophée comme le simple résultat d'une bataille d'avocats bien exécutée ? Le véritable perdant, quand les bureaux l'emportent sur la pelouse, c'est peut-être tout simplement notre capacité à croire en ce que l'on voit de nos propres yeux.